19h45, la barrière info soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 1er février 2023. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mamoudou Djibo, a présidé ce matin la cérémonie de lancement du projet Conservation des manuscrits au Niger, un projet conduit par l'Institut de recherche en sciences humaines IRCH avec le soutien de la Fondation Gerda Henkel. Le compte-rendu de cette cérémonie, c'est avec Nafissatou Yahya et Ibrahim Abdou. La présente cérémonie marque le lancement officiel des activités du projet Conservation des manuscrits au Niger. Conduit par l'Institut de recherche en sciences humaines IRCH, l'objectif principal de ce projet, qui se fera en 3 grandes phases, est d'améliorer les conditions de conservation de cette collection. Niger Manuscript Preservation Project a pour principal objectif d'améliorer les conditions de conservation de cette collection, c'est-à-dire des manuscrits conservés au département des manuscrits de l'IRCH. Et ce travail se fera en 3 grandes phases. Une phase de préparation et de formation qui consiste à former les agents à la manipulation des manuscrits et à l'utilisation du matériel. Il y aura une phase de nettoyage et d'inventaire des manuscrits qui consiste également à faire un état de lieu de ces documents existants. Et il y aura ensuite une phase de catalogage électronique et de numérisation qui permettra une consultation numérique de ces documents sans toucher les originaux. L'équipe qui aura la lourde tâche durant 24 mois d'exécuter les différentes phases de ce projet sera composée du personnel du département de manuscrits arabes et adjami de l'IRCH, des étudiants du département d'histoire de la faculté de lettres et sciences humaines de l'université Abdou Moumouni de Niamey et des étudiants de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication. Financé par la Fondation Gerda Henkel, le projet Conservation des manuscrits au Niger marque la rentrée scientifique de l'année 2023 à l'IRCH. La coopération avec la Fondation Gerda Henkel ne date pas d'aujourd'hui. Il y a de cela 4 ans, j'ai personnellement participé au lancement d'un projet sur la valorisation de l'aspect oral de notre tradition, ici au niveau de l'IRCH. Présentement, il s'agit donc de développer et de préserver les manuscrits ici au Niger. Donc, je voudrais remercier la Fondation Gerda Henkel pour cet accompagnement et j'aimerais en tout cas solliciter auprès des autres partenaires l'accompagnement pour une meilleure préservation et une valorisation de ces documents-là. À l'instant des activités de ce projet, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a rappelé l'importance des manuscrits dans la préservation du patrimoine historique et culturel du Niger. L'avantage des adjamis, c'est que ce sont des locuteurs de langues. Ce sont des propriétaires de ce passé qui ont transcrit ce qu'ils savent ou ce qu'ils ont appris en alphabet arabe. Donc c'est une mine importante et nous devons rendre grâce à des personnalités comme Boubou Hama qui ont mis autant d'énergie et de moyens pour constituer les premiers documents qui ont renforcé ce que le colonisateur a pu découvrir et rendre hommage également aux chercheurs de l'IRCH, aussi bien les premiers que ceux qui sont là, qui continuent à aller chercher où cela se trouve. La visite guidée du département des manuscrits arabes et adjami de l'IRCH a marqué la fin de cette cérémonie qui a réuni plusieurs partenaires.
Le 27 janvier 2023, dans le cadre de l'initiative Plaidoyer pour l'ouverture de l'espace civique, le consortium d'organisation de la société civile et des socioprofessionnels des médias était à la place AB de l'université Abdou Moumouni pour une conférence débat. C'était à travers plusieurs thématiques, pas de moindre. Le résumé avec Aboubakar Ibrahim. Pérenniser l'existence de la société civile, dynamiser ses actions, faciliter l'accès à l'information et préserver l'espace civique nigérien, ce sont les préoccupations auxquelles veut répondre l'initiative Plaidoyer pour l'ouverture de l'espace civique, portée par les consortiums d'organisation de la société civile nigérienne et celle des socio-professionnels des médias. Cette initiative vise à éclairer l'opinion sur la nécessité de maintenir l'espace civique ouvert. Dans la poursuite de ces activités, le consortium était dans l'après-midi du vendredi 27 janvier 2023 à la place AB de l'université Abdou Moumouni de Niamey à travers une conférence débat pour informer, sensibiliser et mobiliser les décideurs de demain en faveur d'une ouverture de l'espace civique. La question sur la liberté d'association dans un pays comme le nôtre, un pays démocratique où on espère ou bien on est toujours à la recherche de garantir ce qu'on appelle l'état de droit. Cette liberté de regroupement, c'est-à-dire cette liberté d'association ne doit pas constituer une casse-tête. Pourquoi? Parce que tout simplement aujourd'hui, depuis l'avènement de la démocratie, nous nous sommes dit, dans un pays démocratique, on devrait permettre aux citoyens d'avoir cette liberté d'association et cette liberté de regroupement. J'étais vraiment ravie d'assister à cette conférence parce que ça m'a appris beaucoup de choses. Parce qu'ici à l'université, on entend plusieurs fois qu'il y a des manifestations qui sont, voilà, on a déclaré mais qui ne se passent plus. On les a interdits. Du coup, avec ces conférences-là, j'ai mieux compris pourquoi et comment ces interdictions intervenaient. Le rétrécissement de l'espace civique et les défis de la démocratisation du Niger et l'impact du rétrécissement de l'espace civique dans l'exercice des libertés publiques, telles sont les thématiques développées par les conférenciers. Le développement de la thématique nous a amené à parler de trois aspects. Le premier aspect étant de faire un rappel un peu du début, ce qu'on peut appeler les débuts de la démocratisation au Niger, parce que bon, on ne va pas parler des années RDA et Sawaba et autres, mais on sait, si la mémoire est bonne, la période la plus qui a été une période quand même qui a marqué le multipartisme au Niger, c'est la période après la conférence des Nations souveraines en 91. Donc après la conférence des Nations souveraines, effectivement, le constat que moi j'étais amené à faire, c'était que juste après la conférence nationale, il y a eu des acteurs qu'on appelle les sages. De 2012 à 2021, il y a eu plus de 397 arrestations et interpellations des acteurs de la société civile, des acteurs politiques. Il y a eu, entre-temps, de 2013 à 2022, il y a eu aussi des interdictions de 53 interdictions de manifestations qui ont été opérées par les autorités. Pour faire face à cette situation-là, je pense que l'espace civique est le seul, parce que normalement, selon le système démocratique dans lequel nous sommes, l'Assemblée représente le peuple. Et ils doivent marquer de leur emprunt les lois, les décisions en lieu et place du peuple. Mais malheureusement, le constat qu'on a, c'est que les députés ne représentent pas le peuple. Cette thématique justement que j'avais animée avec les étudiants, c'était un peu de montrer d'abord le cadre, donc l'environnement juridique qui doit permettre aux citoyens de jouir justement de leurs libertés qui sont consacrées par la Constitution et les lois et règlements de la République. Aujourd'hui, l'un des droits fondamentaux qui prennent un coup, on va dire, c'est la liberté de manifestation, malgré que l'État ait reconnu cela et qu'il garantit, donc en créant les conditions, c'est à ce niveau-là que le bas blesse. A rappeler qu'à travers cette initiative, le consortium demande la révision des 3 lois dont l'esprit compromet l'idée d'un espace libre accessible à tous. Notons enfin qu'à l'issue des présentations, les étudiants ne se sont pas montrés indifférents. Le Ben Saint-Famed a entamé depuis ce matin un arrêt de travail de 72 heures avec un service minimum sur toute l'étendue du territoire national. Une de nos équipes a fait le tour de quelques centres de santé. Le constat est signé Nafissatou Zakou et Halidou Bourema.
Bureau vide et fermé, c'est le triste constat qui se dégage dans les différents centres de santé de la ville de Niamey pour cette première journée de la grève du Saint-Famed, le syndicat national des pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes du Niger. Cet arrêt de travail est largement suivi à la grande satisfaction du Ben Saint-Famed. Ici à Niamey où nous sommes, donc, nous trouvons effectivement que les boxes de concentration sont vides. Les militants ils ont effectivement répondu au mode de grève et nous sommes en train de suivre cette situation donc, pour toute la journée et les 2 derniers jours qui vont suivre aussi. C'est un motif réel de satisfaction en fait, parce que pour tout dirigeant il aspire donc au respect donc, des mots d'ordre qu'il lance et qu'il donne comme instruction donc, à la base pour pouvoir donc, mener le combat plus haut afin de gagner donc, la victoire, afin de triompher sur les revendications qui ont été déposées et posées au gouvernement. Pour rappel, cette grève de 112 heures intervient après le non-respect de 2 protocoles d'accord signés entre le Saint-Famed et le gouvernement. Il y a eu plus de 2 protocoles d'accord entre le Saint-Famed et le gouvernement donc, du Niger par rapport effectivement à cet épineux problème donc, de rappel des salaires des médecins qui étaient recrutés en 2019 et en 2020 qui, certains d'entre eux ont fait 8 mois, d'autres 9 mois sans aucun salaire alors que le gouvernement les a sommés de rejoindre leur poste. Ils étaient à leur poste. Certains se sont endettés, d'autres ont vendu ce qu'ils ont comme bien afin de supporter la charge de leur famille pendant tous ces mois-là. Et la revendication que nous avons posée, c'est de rappeler, de faire le rappel des salaires afin qu'ils puissent honorer leur échéance, leur créance vis-à-vis de leurs débiteurs. Mais force est de constater que le gouvernement n'a pas voulu comprendre cet aspect-là. Et voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui en débrayage par rapport à ces motifs-là. Des tentatives de négociation ont été menées, mais nous avons compris que c'est dilatoire. Rien de concret n'a été posé sur la table. Rien de sûr n'a été posé sur la table. Et voilà pourquoi nous sommes, au vu de tout ce qui s'est passé en septembre 2022, le 16 septembre effectivement, depuis le 31 janvier aussi 31 décembre 2022, nous avons dit que nous ne pouvons plus continuer à croire à des paroles. Après donc expiration de ce mot d'ordre de grève, si rien ne fait, le Ben Saint-Famed s'est dit prêt à continuer la lutte pour l'amélioration de leurs conditions de vie et tient comme seul responsable le gouvernement de tout ce qui adviendra. Du sport dans cette édition, le Niger a affronté le pays hôte hier en demi-finale. Le Niger a malheureusement perdu face au Fennec de l'Algérie par un score de 5-0. Malgré la défaite, les supporters sont de cœur avec leur équipe qui va disputer la 3e place le vendredi prochain contre le Madagascar. Ismaël Moumouni, Nasser Saïdou. En salle ou en plein air, les supporters du Mina avaient les yeux rivés sur l'écran pour voir leur équipe récidiver un nouvel exploit face à l'Algérie en demi-finale du CHAN. Mais hélas, les problèmes de Haroundoula se sont heurtés aux favoris de la compétition en perdant par un score de 5-0. Une défaite qui ne décourage à rien les supporters vis-à-vis de l'attachement à leur équipe. Il y a un parcours honorable qui a été fait par le MENA parce qu'arriver jusqu'en demi-finale d'une compétition, je pense que c'est vraiment à saluer. Aujourd'hui, le MENA n'est pas dans son meilleur jour. Le MENA est tombé sur plus fort que lui. Il doit être fier de cette équipe dans la défaite comme dans la victoire. Et que se réjouir parce que c'est vraiment une surprise et une première de voir donc l'équipe nationale s'est qualifiée déjà au quart de finale, c'est déjà quelque chose. Les gens que je connais, ils sont très bons à ballon à terre, mais ce n'est pas impossible. Voilà, l'impossible n'est pas nigérien comme on le dit. Je suis très fier de l'équipe nationale. L'équipe nationale de notre pays qui est le MENA national en train d'aller vraiment là où les Nigériens n'ont jamais pensé. Tout ça, c'est par la grâce d'Allah. Nous remercions toute l'équipe, je dis toute l'équipe de la FENIFOOT, du
président de la FENIFOOT jusqu'à les encadreurs, les entraîneurs, surtout le meilleur des coachs, le meilleur des meilleurs, Harouna Doula, avec son staff, vraiment pour les résultats qu'ils sont en train d'apporter à la nation nigérienne. C'est ça le patriotisme. Les supporters sont de tout cœur avec le MENA qui va jouer la petite finale. Nous avons perdu, mais nous n'avons pas démérité. Voilà, donc la 3e place, on peut bien la prendre. Donc voilà, c'est de garder, de continuer, comment on appelle ça, les prières, de continuer à supporter notre équipe nationale et puis de les pousser pour avoir cette 3e place. Nous encourageons notre équipe nationale. Maintenant, on lance un appel au président de la République d'aider le football nigérien parce que déjà c'est un exemple actuellement qui est là. Nous, la jeunesse nigérienne, on encourage notre équipe nationale, tout le Niger encourage, même si on est perdant, on est avec le MENA national. On est parti avec un objectif de quart de finale, on est en demi-finale. Bon, si tu vois la physionomie du jeu, les enfants sont fatigués. Donc je sais qu'avec un peu de repos, on va remonter le cap. La 3e place sera à nous, Inch'Allah. Je pense que le Niger a beaucoup à montrer et les Nigériens doivent encore se souder derrière leur équipe pour montrer que nous sommes derrière eux et nous allons continuer à être derrière eux, Inch'Allah. Pour la 3e place, le Niger va affronter le Madagascar le vendredi 3 février prochain à 20h. Maintenant, vous avez donné goût de victoire aux supporters. Le peuple nigérien vous soutient. Le MENA, une fierté nationale. Levez les bras, saluez MENA. Criez plus haut les grands MENA. MENA Niger, MENA national. Notre rubrique hebdomadaire va se pencher aujourd'hui sur la complicité en droit pénal nigérien, un thème développé par Maître Ahmed Mamana, avocat à la Cour. Très bonne réception à vous. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique sur la complicité. La complicité est prévue par l'article 48 et l'article 49 du Code pénal. Il faut entendre notamment par la complicité, c'est tout agissement d'un individu, en tout cas qui concourt à apporter son aide ou son intelligence à la commission d'une infraction. En termes de français facile, voilà ce qu'on peut en tout cas retenir comme définition de la complicité en matière pénale. Donc c'est une infraction en réalité, la complicité c'est une infraction en réalité qui est empruntée d'une infraction principale. Pourquoi empruntée d'une infraction principale? Parce qu'il faut qu'il y ait une infraction commise par un auteur principal pour parler de la complicité ou d'un complice. S'il n'y a pas d'infraction principale, on ne saurait parler de complicité. Il faut que l'infraction reprochée à l'auteur principal soit caractérisée, soit en tout cas constituée pour qu'on puisse aussi établir la complicité d'un individu. Et donc c'est pourquoi en matière pénale, on appelle cette complicité une infraction d'emprunt. On suppose qu'elle est empruntée d'un fait principal. Donc la complicité a 3 éléments constitutifs, comme pratiquement toutes les infractions. Il y a l'élément légal, l'élément intentionnel et l'élément matériel. S'agissant de l'élément légal, c'est qu'elle doit être prévue par la loi. C'est la loi qui prévoit la complicité, c'est cela l'élément légal. L'élément intentionnel, c'est en tout cas apporter son concours à la commission d'une infraction avec intention, donc avec connaissance de cause. C'est cela l'élément intentionnel. Maintenant, s'agissant de l'élément matériel, là aussi, le Code pénal, notamment à son article 48 et 49, a fait pratiquement une liste des éléments matériels
qu'on peut retrouver dans la constitution d'une complicité, c'est notamment l'aide et assistance, fourniture des moyens, provocation ou instigation. Il faut entendre par aide ou assistance, par exemple, je vais vous donner un cas concret où il y a des acteurs ou des auteurs qui entendent commettre une infraction. Je prends l'exemple de deux personnes. Une personne, par exemple, va à la rencontre d'une autre personne dans le but de mettre fin à sa vie et demande à une seconde personne de faire le guet, d'attendre dehors pour surveiller le mouvement des gens. Donc, la personne qui attend pour surveiller les mouvements des gens est complice, et parce qu'elle apporte son aide à travers le guet. Voilà ce qu'on peut retenir du premier élément, en tout cas matériel, qu'on peut retrouver dans la complicité. Il y a également la complicité par fourniture des moyens. Il y a un auteur principal qui accepte de commettre le forfait, par exemple qui accepte de tuer, et une seconde personne qui accepte de lui fournir l'arme. Et là aussi, il faut le préciser, c'est en connaissance de cause. Par exemple, quand vous partez au marché, vous payez un couteau dans le but de mettre fin à la vie de quelqu'un. À partir du moment où le commerçant qui vous a vendu le couteau ne sait pas que c'est pour commettre une infraction, on ne saurait dire qu'il vous a fourni, en tout cas, le moyen en connaissance de cause. Il va falloir déterminer si le moyen qui vous a été fourni l'a été en connaissance de cause. C'est en sachant très bien que c'est pour commettre l'infraction que ce outil, ce moyen vous a été remis. C'est en ce moment qu'on peut parler d'infraction ou de complicité. En dehors de ces deux cas, notamment aide et assistance, fourniture des moyens, il y a ce qu'on appelle la provocation ou instigation de l'infraction. Parce qu'on peut être dans une situation où, soit à travers des dons, on fait des promesses, on peut menacer quelqu'un pour qu'il puisse commettre une infraction, on peut abuser de notre autorité ou de notre pouvoir pour amener une personne à commettre une infraction, on peut utiliser des machinations ou des artifices, en tout cas toute une intelligence pour amener un individu à commettre une infraction. Donc si cette personne commet l'infraction, c'est que nous, on peut être poursuivi pour complicité parce que nous avions utilisé soit notre pouvoir, soit notre intelligence, on a provoqué cette infraction, donc nous sommes complices par instigation ou par provocation. Donc voilà en gros pour ce qui est des différents éléments, en tout cas les éléments matériels de la constitution de la complicité. Autre chose peut-être à savoir, c'est la répression. Vous savez pertinemment qu'à partir du moment où c'est une infraction qui est prévue par la loi, c'est qu'elle doit aussi être réprimée quand elle est commise. Le code pénal a prévu comme répression de la complicité, la complicité est punie de la même peine que les auteurs, ou le complice est puni de la même peine que les auteurs du crime ou du délit. Que ce soit un délit qui est en cause ou un crime qui est en cause, le complice est considéré du point de vue de la peine comme l'auteur même principal qui a commis le crime ou le délit. Donc voilà pour ce qui est de la répression en matière de complicité. Maintenant, ce thème peut nous amener à aborder ce qu'on appelle la théorie de la complicité donc le complice du complice. Parce qu'on peut être complice du complice sans être lié à l'auteur principal. Par exemple, l'auteur principal qui accepte de commettre le forfait, lui est lié par celui qui fait le guet. Maintenant, celui qui fait le guet peut être lié par une autre personne à qui il demande de lui fournir le moyen, et en connaissance de cause, mais que cette personne qui doit fournir le moyen, en tout cas là, du crime, n'a aucun lien avec l'auteur principal. Cela veut dire qu'il est complice, cette personne, elle est complice de la deuxième personne qui fait le guet, et c'est en ce moment qu'on a élaboré cette théorie de complicité, de la complicité, complice du complice, et on s'est posé la question de savoir si la complicité de la complicité, le complice du complice est aussi poursuivi et réprimé. Effectivement, la jurisprudence, elle est abondante dans ce sens. Toute la chaîne
de la complicité est réprimé à condition que ça soit, en tout cas, que les agissements soient faits en connaissance de cause, parce que c'est une infraction, en tout cas intentionnelle. Et on ne peut pas poursuivre quelqu'un par omission s'agissant d'une complicité. C'est une infraction active et donc toute la chaîne de la complicité est réprimée par la loi. Donc en dehors de cette théorie à laquelle nous amène ce thème, peut-être c'est de glisser un peu sur la complicité qui est prévue par la loi portant sur les manifestations sur les voies publiques. Vous allez sans nul doute constater que dans cette loi, on parle des organisateurs de la manifestation, et donc du point de vue de la loi, on dit que ces organisateurs sont considérés comme complices des actes répréhensibles qui seraient commis pendant la manifestation. On a eu ces débats à un moment donné devant des juridictions, où les juridictions avaient comme interprétation de l'existence d'une complicité automatique, donc qui n'a rien à voir avec les éléments classiques que nous connaissons, que je viens de citer tantôt, de l'article 48 et 49 du Code pénal. Mais la Cour constitutionnelle a pratiquement recadré cette position de nos tribunaux en disant clairement qu'il n'existe pas de complicité automatique, et obligatoirement il va falloir revenir vers les moyens classiques, les éléments classiques qui sont prévus par le Code pénal pour prouver. Les organisateurs, par exemple, des manifestations publiques, en tout cas pour une manifestation au cours de laquelle il y a eu des agissements, des actes qui ont été posés, des actes répréhensibles, ils ne sauraient être en tout cas complices sans pour autant qu'on puisse établir qu'ils ont soit fourni les moyens, qu'ils ont soit provoqué ces infractions, notamment à travers peut-être des réunions avec des gens qui ont brûlé des pneus, avec des gens qui ont fait ceci, cela. Donc finalement, la Cour constitutionnelle a recadré le débat pour nous ramener encore dans le Code pénal et dire que c'est toujours ces éléments qui sont appréciés, sinon on ne saurait parler de complicité automatique.